Salut les loulous! Alors, je viens de me faire spoiler par l'image, donc oui, évidemment, on va parler de Fury. Fury qui fête ses 10 ans. Je vais commencer par le réa. Alors, le réalisateur, c'est David Ayer. Et s'il pouvait vraiment aller ailleurs, ça m'arrangerait parce que je n'aime pas du tout ce réalisateur. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de films lui appartenant, et si j'avais su que c'était lui qui les avait réalisés, je les aurais pas matés. Euh, L'un des pires, je garde le pire pour moi juste après, mais l'un des pires, The Tax Collector, Bad Time, ça tenait. Sabotage avec Schwarzy, c'est du lambda, enfin, tu vois venir, c'est du réchauffé, c'est nul à chier. Tu t'emmerdes en plus, c'est vraiment ça, c'est du truc bourrin où tu t'emmerdes. Oui, alors, pour faire vite, si vous avez oublié Bright, Will Smith avec son compère flic, ils font une patrouille lambda et il va s'arriver que c'est un monde magique, hein. Il y a des fées, des orques, des humains, c'est un bordel sans nom. Et dans une patrouille des plus simples de nuit, ils vont rencontrer une fée au pouvoir surpété et une baguette qui peut détruire le monde, si tu en fais le vœu. C'est aussi loufoque que c'est tordu. Le film, pour moi, il me fait penser à deux films de Will Smith. Quitte à choisir, on va prendre deux films de Will Smith. Vous prenez Bad Boy, pour le côté flic, côté aventure, côté affinité entre les deux partenaires. Vous prenez Hancock, le côté super-héros, mais qui est détesté parce qu'il fait plus de ravages que protéger les gens qui l'entourent. Vous prenez les deux, vous les fusionnez, vous récupérez que ce qu'il y a de pire, vous avez Bright. Aux awards de je ne sais plus quelle émission, où Will Smith fout une baffe à l'humoriste pour avoir taillé sa femme. Et d'ailleurs, sa femme qui dira, la femme de Will Smith qui dira, c'était un geste puéril, je n'ai pas besoin qu'il me défende. Moi, ma femme, je la défends, elle me dit ça, elle va se faire foutre. Mais littéralement. Et ça lui a valu pas mal de problèmes. Bright a été annulé, et pas par question financière comme Netflix l'a dit. Enfin, c'est comme si Disney te disait, je sais pas, le Pirate des Caraïbes, bon pas le dernier parce qu'il était pas mauvais, le 4, qui était pour moi, il était nul à chier avec Pénélope. C'est comme s'il disait, oh mais après cet échec, on n'a plus d'argent, on est Disney. Ouais, à d'autres, on sait que c'est pour l'image. Donc c'est politique, hein, c'est à cause du geste de Will Smith, il voulait pas représenter la star. Moi je vais finir par le meilleur, Suicide Squad. Attention, pas The Suicide Squad, qui est sorti il y a quelques années. Non, 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 le vrai, le seul et l'unique de 2017. Une pure bouse, mais véritablement un échec, autant commercial mais que de qualité. Il n'a rien compris avec un killer croc euh, qui m'a fait pitié. Un killer croc, c'est un alligator malade. Bon, 2 minutes après, je pissais sur l'alligator, pour peu que bon, j'avais pas tant de scrupules que ça. Mais non, un film, un échec complet. Donc, arrive Fury. Et heureusement que je ne l'ai pas su avant parce que j'aurais pas vu ce film et étonnamment ce film cartonne. Ça parle de tank pendant 2 heures, tu te dis oh là là, je vais me faire chier. Eh ben non. Je présente les acteurs tout de même avant. John Berntal, il y a Logan Lerman, Michael Pena, Shia LaBeouf et Brad Pitt. Voilà, qui est le chef de la troupe de ce tank. Des tanks, c'est les M4 Sherman, c'est-à-dire en gros les tanks moyens américains. Oui, parce qu'il y a différentes catégories de tanks. Ceux-là ont été conçus essentiellement de 42 à 45. Donc la guerre était bien de 39 à 45, mais ces tanks-là ont agi sur les 3 dernières années essentiellement. Beaucoup plus mobiles, alors plus fragiles à des missiles s'ils prenaient un missile en face, mais beaucoup plus mobiles, ce qui a permis quand même de faire pas mal d'assauts intéressants. Cette équipe-là doit du coup réagir et finir par la conquête de Berlin en croisant les nazis tout simplement. On va être honnête, c'est littéralement le mélange, l'équilibre entre le drama de la guerre et la douceur de la vie. Ça sera très très dur à expliquer ce film. Je ne pourrais pas le détailler, ne serait-ce que parce que de toute façon le trois quarts se passe dans un tank. Si vous voulez détailler dans un tank ou sur un champ. Non, c'est vraiment un équilibre parfait des atrocités qu'ils sont obligés de faire, qui deviennent presque basiques, et à des moments où ils veulent kiffer, ils se le permettent pas trop, et vraiment comme des frères qui se traitent comme des chiens pendant un instant pour se remettre en place, et d'un coup d'un seul, ils vont fonctionner comme un seul homme, et c'est ce qui fait la qualité de ce Fury. Alors Fury, c'est le nom de ce tank, voilà, ils l'ont baptisé Fury, voilà, tout simplement.
D'où l'image avec le Fury sur le canon. Enfin, si vous ne l'avez pas compris, je peux pas grand-chose pour vous là, hein. Regardez ce film parce qu'il est très beau. Alors, il finit pas super bien, il est assez dark, il est émouvant. Un Brad Pitt qui est complètement possédé par l'acteur, il l'incarne à merveille. Logan Lerman, c'est le jeune nouveau, et d'ailleurs, il va évoluer, notamment à un moment donné, dans une ville, il s'arrête. Ils ont zigouillé quelques Allemands, la ville est paisible, ils vont rencontrer des Allemandes. Le petit, bah, il va faire ses premières galipettes avec une Allemande. Toute l'équipe qui arrive va vouloir se la faire. Brad Pitt va dire merde, il va y avoir un échange, c'est pareil. Cet échange-là, il est tellement tortureux, tellement déséquilibré, parce qu'il y a vrai message. C'est vrai qu'ils veulent exploiter les nanas, ils veulent qu'elles leur fassent à bouffer, et puis ils veulent qu'elles y passent derrière sexuellement. Et on peut penser que ça, c'est horrible. Et après, ils annoncent ce qu'ils ont dû faire, à abattre des chevaux, à tuer des hommes à bout portant de sang-froid. Et en fait, pour eux, s'occuper de ces femmes-là, c'était un moment détente, alors que nous, ça nous dépasserait complètement. Et bien évidemment, si vous avez vu le film, quand ils sortent du bâtiment, les filles sont intactes, les Allemands attaquent et il y a un obus qui finit dans le bâtiment, ça s'effondre. Et le jeune, bah, qui venait de se taper la gonzesse, limite un premier amour, donc il est abattu. Il est abattu. Et ça va le faire mûrir parce qu'il est lâche au début, il n'ose pas tuer les Allemands, il veut être neutre, pacifique et tout, pacifiste. Tu vas te rendre compte qu'après, voilà, tu ne seras pas le dernier à leur tirer dessus. Et c'est pareil, la bataille finale, qu'est-ce qu'elle est belle. Pourtant, dans un plan, à un endroit statique parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Et putain, ils ont rendu ça vivant. Au moins, David Ayer, t'as réussi un film. Merci, t'as quand même réussi un film. Eh, tu crois qu'ils sont assez bêtes pour pas capter que je me suis rasé? Alors, Alien vs Predator de Paul Anderson. Retenir deux choses de cet homme. Premièrement, Mila Jovovich. À savoir que c'est une veuve noire du cinéma pour moi. Son premier petit ami la présente à un réa. Elle tape son premier film, lourd son petit ami. Pas grave, elle enchaîne avec un certain Luc Besson qui lui signera deux films, dont Jeanne d'Arc. Après 2 ans, je crois, de relation, bim, elle passe à autre chose. Elle en prend un autre. Bim, 1 an et demi après, et avoir un peu exploité, elle tombe sur Paul Anderson, son troisième mariage officiel, qui va la lancer sur une série de films, pas moins de 9 films. Si c'est pas la, enfin, je veux dire, si c'est pas de l'opportunité, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà, la première chose, c'était le fait que Mila savait bien s'entourer et s'en débarrasser derrière. Avec Paul, elle est restée avec. La deuxième chose, on se concentre sur lui. Je pense, quelque chose me dit, j'ai pas vérifié, hein, je suis pas allé voir des interviews ou quoi, quelque chose me dit qu'il aime plutôt bien les jeux vidéo. Dead or Alive, Alien vs Predator, Mortal Kombat, Monster Hunter, Resident Evil. À un moment donné, il y a des signaux, hein. Donc, alors, ma question par contre, les films de jeux vidéo, est-ce que tu les aimais vraiment ces putains de jeux? Non, on va pas se mentir, hein, c'est pas clairement une réussite, hein, pour la. Il y en a, ils ont bien vieilli sur le côté kitsch. Alors, il y en a un, je suis un peu déçu, mais je cracherai pas trop dessus, c'est Monster Hunter. Je suis pas un fan, je connais, mais je suis pas un fan. Alors peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas captées. Par contre, oui, il y a des raccourcis de partout. Là où est la force de ce truc, c'est que ça se tient, que les graphismes sont là et qu'on avait envie de voir. Enfin, moi, j'avais envie, comme elle finit, comme le 1 finit, on sait qu'il peut y avoir un 2 qui n'a pas du tout été annoncé, donc je pense que c'est caduque. Mais pas trop mal, effectivement, trop de raccourcis. Là où ça me fait peur, c'est que Mila, j'adore Mila Jovovich, faut le savoir. Ça bouille, elle dégage une aura extraordinaire. Mais si on doit parler jeu d'acteur, ah, ça bon, c'est passé. C'est pas terrible. Et dans
justement, Monster Hunter, je trouve que c'est celle qui joue le mieux. Faut le prendre comment? Hein. Voilà. Donc, Monster Hunter est pas parfait, loin de là, mais il passait plutôt bien. Moi, la seule déception, j'aurais voulu, ça aurait été très intelligent qu'ils fassent comme Fallout, une série épisodique. Je pense qu'ils auraient pu trouver des petits moyens comme ça de faire durer, parce que le film passe trop rapidement et du coup on a à peine le temps de s'imprégner du truc qu'il est déjà fini. C'est dommage. Mortal Kombat, c'est kitsch, mais c'est du kitsch que tu as envie de revoir parce que c'est marrant. Enfin, je veux dire, derrière, ils ont fait Conquest. Euh, non, 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 Conquest, c'était la... Non, non, Conquest, c'est la série. La série qui n'a pas de fin, d'ailleurs, avec un Raiden qui se vide plus vite en termes d'électricité qu'une pile alcaline. Et ils ont fait Résurrection. Voilà, le 2, c'est Résurrection, qui est une catastrophe ambulante. Le 1 allait un peu à la surenchère kitsch, vraiment, et c'était marrant. Là où je peux pas, par contre, c'est Dead or Alive. Comprenez quand même qu'on parle d'un jeu de combat de meufs quasi à poil. Comment il a fait ça pour rendre ça soporifique, ennuyant à mourir, avec des jeux d'acteurs que tu as l'impression qu'ils les ont récupérés sous un pont la dernière minute? Nul, mais nul. Et Resident Evil, malheureusement, ne fera pas. Le premier, oui. Le deuxième, il m'a plu, mais pas pour les bonnes raisons. Et oui, là, je parle de Resident Evil parce que le premier qu'ils ont fait, c'est en 2001. Donc si vous n'êtes pas trop con et que vous avez capté mes anniversary movies, 2001, 2031. Vous me voyez attendre 6 ans et demi pour en parler. Peut-être que j'en ferai une spéciale. Donc ouais, je vais pas épiloguer trop là-dessus. Et enfin, Alien vs Predator. Je ne savais pas, il tient d'un comics, Dark Horse Comics de 89, où les deux entités se sont rencontrées. Première adaptation au cinéma en 2004 par Paul Anderson, donc le film dont je vais vous parler. Rien que pour ça, moi j'ai envie de dire oui. Pile poil 15 ans après, il y a ces deux monstres de la nature qui s'affrontent. Est-ce que ce film est une pure réussite? Non. Est-ce qu'il est si mauvais que ça? Pour moi, non. Il y en a des pires. Et il y en a des pires qui sont arrivés bien après. Et là, on parle de 2004 quand même. 20 ans plus tard, tu te rendras compte que dans les films, notamment des aliens, hein, je pourrais parler de Covenant, hein, ça, je me ferai un plaisir. Hein. Euh, hmm, Alien vs Predator n'est pas exempté de tout défaut, mais il n'est pas mauvais. Je vais vous expliquer vite fait le résumé, la trame et surtout mon ressenti. Surtout mon ressenti. Alors, un satellite va capter un flux d'énergie au large de l'Antarctique et du coup, le riche Charlie Bishop Eland va envoyer une expédition, une armada. Je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est une armada. Il y a de tout. Il y a des scientifiques, il y a des mercenaires, il y a des archéologues, des explorateurs en tout genre, des experts linguistes. Vraiment, au lieu d'envoyer deux pecnos, voir pourquoi, hein, c'est même lui il y va, hein, même lui il y va. Ils arrivent sur place, il y a une épaisseur de glace énormissime, mais là il y a un trou, il y a eu un laser qui a explosé pour pouvoir pénétrer dans une pyramide. Tous les 100 ans, en fait, ils traquent, ce sont des chasseurs, donc ils traquent les aliens. Ils font en sorte que les aliens naissent, qu'ils soient toujours isolés et ils les défoncent à travers les humains parce que il faut les humains pour pouvoir naître dans le bide. Voilà, c'est les œufs, ça c'est la base d'Alien. Hein. Et après, ce qui devient sympathique, c'est la pression parce que la pyramide bouge, les couloirs aussi. Où se cache le méchant? D'ailleurs, pendant un moment, tu te poses la question parce que à l'époque, je m'en foutais. Voir les deux titans s'affronter, je kiffais. Mais si tu te poses déjà une question, le trou qu'ils ont fait, parce qu'ils arrivent tous les 100 ans, mais quand on voit l'épaisseur de glace qui a fondu, je ne suis pas sûr qu'un siècle suffise. Surtout que on parle du réchauffement climatique là, intensément maintenant, mais ça fait des siècles et des siècles, le réchauffement climatique. Hein. Sauf qu'il n'avait pas pris des grandeurs comme ça. Mais ça veut dire que normalement, le glacier, il n'est pas censé se reconstruire, se reformer, mais diminuer avec le temps. Comment en un siècle, vous auriez vu le film L'épaisseur? Faut me l'expliquer. Scientifiquement parlant, faut me l'expliquer. Deuxio,
C'est les prédateurs qui attaquent les aliens, qui font venir les humains, qui sacrifient les humains, qui d'ailleurs en tuent deux gratos à l'arrivée. Et à la fin, c'est un prédateur avec l'héroïne qui vont battre la reine alien. Donc ils font passer le prédateur pour gentil à la fin. Alors qu'en fait, sans lui, il n'y avait pas de catastrophe, il n'y avait pas de tuerie. Donc les prédateurs étaient bien les enfoirés de première sur le coup. Non, le fait est, c'est que c'est un film très bourrin, il ne faut pas se poser trop de questions. Et des fois, des choix même à la con, parce que du coup, Charlie, le riche, à la fin, va essayer de s'échapper avec la fille, et puis il est prêt à tout pour s'échapper. Hein. Il a beau être mourant, il veut pas crever. Et à un moment donné, il sait qu'il y a les prédateurs juste derrière, donc il est gentil, il dit à la fille, vas-y, je vais faire barrière. Bon, par route d'honneur, tout à son honneur, hein, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Sauf que le prédateur, avec son capteur, voit le problème cardiaque et l'épargne. Un coup de cul. Ah non, ah non. Lui qui voulait absolument survivre à tout prix, là, va tirer tout de même sur le prédateur et se faire zigouiller la gueule. Ouais, si on cherche vraiment le scénar, et d'ailleurs Paul Anderson n'est pas réputé pour ses qualités de scénar, et après c'est pareil, ça dépend des acteurs que tu chopes, les doublages français sur ce genre de film-là sont pas extraordinaires non plus, mais pour deux entités qui se foutent sur la gueule, moi ça m'a suffi. Alien vs Predator, j'ai aimé. Alors le troisième, les Gremlins. Je ne sais même pas pourquoi je les annonce, vu que vous venez de voir l'affiche. De Joe Dante. Joe Dante, il fait beaucoup de films coup de poing, hein, des films poignants. Small Soldiers. Ok, ok, rattrape-toi, trouve un truc mieux, trouve un truc plus prenant. Les Looney Tunes. Et merde. Vous aurez compris, et Gremlins, du coup, hein, j'ai pas vu les autres, je ne connais que ces trois-là. Je pense pas qu'il ait des films très philosophiques. Je peux me tromper, mais je pense pas. Il est beaucoup dans la fantaisie. Alors, Monsieur Petzerd, le papa de Billy, oui, j'avais envie de le dire comme ça. Voilà. Billy veut un mogwai. C'est une petite créature qui, disons-le, vous connaissez les règles. Vous avez oublié les trois règles. Vous avez vraiment oublié les trois règles. Il ne faut pas le mouiller, le faire prendre de bain. Deuxième règle, pas au soleil. Ils craignent la lumière, surtout le soleil, ça peut les tuer. Et la troisième, la plus importante, il ne faut surtout pas donner au mogwai à manger après minuit. Effectivement. Voilà, c'est le résumé de Gremlins. Et le père de Billy, ok, bon, je vais arrêter parce que la troisième fois ça ne marchera pas, lui achète, malgré que le vendeur ne veuille pas, lui achète ce mogwai et ben, il a oublié les règles et le mogwai va devenir un petit peu foufou et il va créer plein de gremlins et, ouais, et qui sont complètement pétés. Et ça s'arrête là. Je déconne pas, je vais pas aller plus loin dans le film parce que après il faut regarder. C'est, comment dire, à l'époque, ça a été un carton, hein, un 4 sur 5 et il les méritait amplement. À l'époque, ça a été un carton. En ayant grandi, je pense que les gens vont être partagés. Je vois plus ça comme des scénettes sympathiques. Voilà. Ils vont être partagés parce que si vous avez de l'affection pour le mogwai en question, ça fonctionne, c'est mignon, ça peut être attachant. Si c'est pas le cas, vous n'allez pas aimer. Parce que, soyons réalistes, il va mettre au monde des petits monstres qui sont censés faire peur, qui sont marrants 5 minutes, censés être terrifiants, avec des petits bras, donc pouvant pas vraiment créer des menaces, hein, soi-disant menaçants pour les humains. Ouais, autant il y a des scénettes rigolotes, autant le film dans sa continuité n'est pas un film d'horreur, là où il pouvait être légèrement angoissant en 80. C'est étonnant quand même. Si vous êtes adulte et vous rematez le film, je ne suis pas garanti. Alors je ne vous dis pas de ne pas le regarder, hein, c'est au contraire, faites-vous votre opinion. Mais en grandissant, vous attendez pas à... Il y a des films comme ça, on se dit, waouh, indémodable. Pas forcément celui-là. J'ai tendance à défendre des films en disant, ah celui-là dans le temps, intemporel, indémodable.
peut-être pas Gremlins. À vous de faire votre idée. Artistes qui passent partout, on veut que je fasse des singles sur des beats de carton. On veut que je ferme ma gueule en bref quand on casse tout. Mais on laisse parler les traves et les partout. Je changerai pas, c'est comme un bouche avec un chapelet. C'est comme voir mon frère Dooms traîner à Châtelet. Impossible qu'Iron devient une saleté. Audiovisuel comme le 3/4 du rap français. Je suis un résistant, résistant, résistant. Un résistant, résistant, résistant. Un résistant, résistant, résistant. Ta gueule! Maintenant, on peut parler de B13. B13, un film de Pierre Morel. Pierre Morel, notamment connu pour From Paris with Love, avec un certain Travolta complètement rasé et complètement loufoque. J'ai bien aimé le film. Pas super bien noté, mais pourtant, j'ai bien aimé. Comme quoi, c'est propre à chacun. Il y a eu Taken, le premier. Le tout premier, et pour moi la référence des trois, parce que le 2 est à oublier, et le 3 est pas mal, sauf que ce qu'ils essayent de mettre en place en termes de thriller, c'est du basique, réchauffé, pas terrible. Par contre, on retrouve un Liam Neeson plus charismatique dans le 3 que dans le 2. Donc le 1, c'est le chef-d'œuvre, et c'est de Pierre Morel, et Banlieue 13, voilà. Banlieue 13, comment on fait? Parce que là, c'est pareil, la trame est très très légère. Leto, donc en gros, c'est le banlieusard le plus clean qui soit de cette cité, donc ça représente apparemment le 92 et le 93, qui a une sœur, Lola, hein, qui va être kidnappée parce qu'il a pris une petite marchandise très légère, je crois que c'est 500 000 euros de cocaïne d'un autre gars. Non, je crois que c'est même 1 million. Oh putain, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps et j'ai oublié la somme. Enfin bref, une grosse somme d'argent, et à la place il va mettre de la javel et essayer de dilapider dans une baignoire. Et il n'y a qu'à deux, le bras droit de Taha, ça fait pas trop, c'est bon pour vous? Taha, c'est la tête de tout le clan. Ce film-là, et puis il y a Damien. Damien, oui, en plus de la police spéciale, super entraîné. Et du coup, il va devoir faire un petit partenariat avec Leto, parce que lui, il veut récupérer une bombe qui a été placée là, dans la banlieue 13, par personne, soi-disant vandalisé, un camion vandalisé, transportant cette fameuse bombe. Oh là là, elle est tombée dans les mains des ennemis, enfin je veux dire de la pourriture, de la racaille. Ah non, c'est pas la racaille. Vous l'aurez compris, Kruger, qui joue un secrétaire de la défense, qui veut se débarrasser de la banlieue, et notamment la racaille. C'est lui qui l'annonce à la fin. L'intérêt de ce film, il est sous adrénaline, et c'est le fait qu'ils fassent leur cascade eux-mêmes. C'est incroyable, t'as envie de le faire. T'en es incapable. C'est des heures et des heures d'entraînement, ne serait-ce que pour une scène. Ils sont surentraînés, et ne le faites pas d'ailleurs. Ou faites-le à 50 cm du sol avec un tatami en dessous, quoi. Ce film a cette force-là, l'alchimie entre Leto et Damien, et le fait que ils ont un point commun avec le côté ghetto. Alors un ghetto de Luc Besson, hein. C'est un ghetto de Monsieur Propre. C'est pas moi qui le dis. Non, rien sur le mur. C'est vrai, j'oubliais, c'est l'immeuble de Monsieur Propre. Une vraie petite bourgeoise, pas trop. Eh ouais. Donc, bon, pour le trafic de drogue, oui. Mais par contre, je peux vous assurer, pour avoir vécu en cité, que les flingues, on les exhibe pas comme ça, que les voitures sont pas chromées, pétées de nitro, de jantes et tout. Et pas custo. Et puis même, la banlieue, elle se veut organisée, mais dans une discrétion des plus totales. Là où ils exhibent tout, pour faire l'intérêt du film, il fallait bien accrocher quand même. Le second, Ultimatum. D'ailleurs, Ultimatum, comme si une bombe placée au beau milieu de la cité pour en faire 2,5 millions de morts n'était pas un ultimatum en soi, ils ont créé le 2 qui s'avère être un petit peu, beaucoup pour les meilleures scènes, un peu de copier du 1. Il n'y aura pas réellement de nouveautés. Et là où ils voudront taper un peu plus, parce que bon, le scénar se veut un peu plus mou, taper un peu plus dans la cascade, ils y mettront du numérique.
Dans les années 2000, budget français, du numérique, je pense que j'ai même pas besoin de le préciser. Le premier, c'est un kiff, donc regardez-le de nouveau, c'est une valeur sûre. Pour ma part, c'est une valeur sûre. American Sniper. American Sniper qui fête également ses 10 ans, comme Fury. C'est pour ça, j'ai fait exprès de commencer par l'un et finir par l'autre pour qu'on reste un peu dans pas le drama pour genre vous plomber le moral, hein, mais justement dans qu'est-ce qu'on peut retenir de la guerre. Et c'est un film complètement différent, tout simplement parce que c'est pas les mêmes méthodes employées, c'est pas le même ennemi en face. Et ça marche du tonnerre avec un réa, le très cher Clint Eastwood. Il n'y a plus besoin de le présenter, hein, on est d'accord. Avec Bradley Cooper qui joue Chris et Sienna Miller qui joue Taya, donc sa femme. Donc on les voit très tôt, très jeunes. Lui, il a un petit frère et le père, vie paisible, hein, pas de souci. Il y a le père, il y a la mère, mais le père les élève à la dure. Oui, donc ça va pas avec le mot paisible juste avant. Mais enfin, une famille sans souci, si vous voulez. Mais le père les élève à la dure parce qu'il dit, alors je sais plus comment il sort la phrase, mais en gros, dans la vie, il y a les moutons, parce qu'en face, il y a les loups. Les loups, c'est la menace, c'est l'ennemi, c'est tous les problèmes de la vie. Donc, en face, soit tu décides d'être un mouton, soit un chien de berger. Qui protégera les moutons? En gros, soit tu es prêt à te défendre ou non. C'est pour ça qu'il leur apprendra le maniement des armes et la chasse. Et d'ailleurs, l'un des deux, le petit frère, aura vraiment du mal et verra ça une fois l'engagement fait à l'armée, il verra ça comme une punition. Alors que Chris, lui, il est préparé, il fait un entraînement, il est entraîné, un bon entraînement, et en plus il réussit brillamment chez les SEAL, où il va devenir sniper. Sniper, et ensuite arrive l'attentat du 11 septembre 2001, et il est engagé pour partir en, je ne dis pas de bêtises, c'est la deuxième guerre du Golfe en Irak, donc en 2003. Et il est envoyé en Irak, voilà, pour secourir de nombreux Américains en tant que sniper. Un sniper américain. Ah, c'est bon. Donc, et à tel point, il va en sauver à tel point que très vite, ses compères, amis et partenaires vont le surnommer la légende. Je n'ai plus le chiffre du nombre d'Irakiens qu'il a réussi à tuer, tout du moins pour sauver ces hommes, mais c'est assez pharaonique par rapport aux autres ratios. La cible prioritaire, alors nous, c'était Ben Laden, on entendait Ben Laden à la télé en permanence. Il s'avère que celui qui était à la tête du réseau qui faisait tourner Al-Qaïda, c'était Al-Zarqawi. Et il fallait absolument l'avoir. D'ailleurs, la première mission se passe à Fallujah, si je ne dis pas de bêtises, là où il est envoyé. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûr. Je pense que c'est la première fois qu'il va avoir notion de... Non, non, oui, c'est là. Il a la notion de son surnom de Al-Zarqawi, c'est le boucher. Et on verra après comment il traite son peuple. Ouais, c'est pas un surnom pris à la légère. Ils l'ont très très bien choisi, malheureusement pour eux. Et du coup, c'est là où il va le voir et il ne pourra. Il est à deux doigts d'y passer. Parce que Al-Zarqawi est un sniper d'élite super entraîné qui motive ses troupes. C'est un truc de dingue. Et imaginez juste la pression qu'il peut y avoir en tant que sniper. Déjà, vous devez surveiller tous les quartiers, notamment une femme qui est prête à se lancer, elle sait qu'elle va crever, il veut pas. Le gosse, puis à un moment donné, il y a un gosse qui y va, il tire, il est contraint de le faire. Il y a une hésitation, il y a la sueur, il supplie au gamin de ne pas le prendre, et au final, il est obligé de lui tirer dessus. Ça arrivera dans un deuxième moment aussi dans un film. Le gamin qui galère à prendre le bazooka encore et encore, il le tient. Et là, maintenant qu'il le maîtrise, Chris doit faire ce qu'il faut. Et au dernier moment, le gamin, il pose le bazooka. Chris, il en tremble de partout. Il était à deux doigts de retuer un enfant. Ça le tétanise. Et c'est ce qui est mis aussi en avant dans ce film par rapport à Fury, qu'on ne les voit pas rentrer au pays. Et là, on le voit, le stress post-traumatique
au moindre bruit, les réactions qu'il a, il n'est pas dans sa famille, il est plus avec ses enfants. D'ailleurs, à un moment donné, il va rentrer une des permes où il veut pas voir sa famille, dans un bar, on ne sait pas où. Il n'arrive plus du tout à gérer. Et la seule manière qu'il a réussi à gérer, c'est récupérer, en gros, d'aller à l'aide de gens comme lui. Il a réussi à rebondir là-dessus, c'est d'aider des vétérans complètement traumatisés, complètement stressés. Et il va faire ça, en fait, sa reconversion, une fois civile, c'est les aider, c'est pouvoir au tir. C'est un sniper, donc il les entraîne sur des cibles, des grandes cibles au loin au tir. Et il s'avère que le 2 février 2013, il prendra une balle d'un des vétérans qu'il a voulu aider. Et il l'a aidé, sa femme était contre, mais il avait fait la promesse à la mère de cet enfant, complètement stressé, complètement dépassé. Et c'est triste parce que la femme le ressent, et du coup, on se pose la question de pourquoi elle stresse comme ça. Et on se dit, c'est peut-être sa première. Et en fait, non, c'est pas du tout sa première. Et à la fin, on voit pas le tir. On voit les vrais. Parce que c'est une histoire vraie. Ce mec a existé, ça a été la légende. Et du coup, l'histoire le raconte un an après. Un an après. Et on a le véritable enterrement. Clint Eastwood dans ses grandes œuvres. Ce film est extraordinaire, mais il t'en donne des frissons. Et il faut tirer des leçons de ça, vraiment. Et c'est dommage qu'il y ait encore la guerre qui existe. Enfin, dans un monde moderne, on devrait réussir à... Je dis pas que c'est serrer la main et se taper un McDo derrière, faut pas déconner. Mais tout ça, c'est toujours les mêmes qui trinquent et c'est... Pour peu qu'il y ait un peu d'humanisme en toi, ça te bouffe. Voilà. Donc oui, je finis par du drama parce que je trouvais que le message était quand même important à placer. Je ne prends parti d'aucun, mais j'aimerais qu'on marche comme un seul homme. Finalement, c'est pourquoi se bouffer la gueule? À cause d'une religion, à cause d'un bout de terre? C'est d'une tristesse. Alors oui, chacun y verra sa terre sainte, chacun y verra au-delà d'une définition, son existence même serait bafouée s'il n'y avait pas ça. Je veux bien l'entendre, mais je ne comprendrai jamais ça. Qu'est-ce qui mérite de tuer l'homme qui est en face de vous? Je ne pourrais pas le comprendre. En tout cas, regardez ces films, ils sont grandioses. Sur ce, à très vite sur 91%. Ciao, ciao.